On a parlé de la morale des IA depuis pas mal de vidéos, et on a aussi pas mal parlé de morale dans la série sur la démocratie. Et comme beaucoup l'ont fait savoir, j'ai souvent eu un penchant un peu conséquentialiste au moment de parler de la morale. Autrement dit, j'ai eu tendance à penser qu'une action est moralement bonne si elle conduit à des conséquences désirables. Et ça vous choque peut-être, notamment parce que ça s'oppose à la morale déontologique, notamment défendue par Kant. La déontologie consiste à davantage considérer une liste de lois morales universelles auxquelles tout un chacun se doit d'obéir, un peu comme la liste des 10 commandements. En IA, l'exemple célèbre d'une telle approche déontologique de la morale des machines est l'ensemble des 3 lois de la robotique introduites par le biochimiste et écrivain Isaac Asimov. Ces 3 lois sont les suivantes. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Alors, ces 3 lois peuvent paraître séduisantes et satisfaisantes. Mais justement, les romans d'Asimov suggèrent que ce n'est pas le cas. Pire encore, je vous invite à vous demander ce qui se passerait si l'on prenait vraiment ces règles au sérieux. Par exemple, imaginons que vous êtes un robot et que l'espèce humaine est en grave danger. Et pour la sauver, il suffit d'encourager un être humain à effectuer un truc un tout petit peu risqué. Est-ce que vous trouveriez moralement justifié qu'un robot s'interdise de se faire ? Ce genre de cas a justement été envisagé par Asimov, qui a alors proposé l'ajout d'une loi 0 prioritaire sur toute autre loi. Cette loi dit la chose suivante. Loi 0, un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni, par son inaction, permettre que l'humanité soit exposée au danger. Mais à bien y réfléchir, si on prend cette loi au sérieux et si on raisonne en présence d'incertitude, on en vient assez rapidement à conclure qu'un robot peut toujours faire quelque chose pour réduire le danger auquel l'humanité est exposée. Et oui, comme on en a parlé dans l'épisode 35, l'humanité est menacée à tout instant par des éruptions solaires, des pandémies et des guerres mondiales. En fait, tout robot moral au sens des 4 lois d'Asimov devrait être si obnubilé par la loi 0 que toute autre loi n'interviendrait jamais. Pire encore, la loi 0 est en fait incroyablement ambiguë et discutable. Typiquement, imaginons que le robot a 2 boutons devant lui. Avec le bouton bleu, le robot peut augmenter de 1 centime de dollar l'investissement dans la surveillance des astéroïdes. Avec le bouton vert, il extermine tout risque de collision d'astéroïdes, de pandémie et de guerre mondiale. La loi 0 dit que le robot doit appuyer sur un des boutons car il ne peut permettre d'exposer l'humanité au danger par son inaction. Mais elle ne dit pas que le robot doit appuyer sur le bouton vert. Pourtant, il semble là très immoral de ne pas appuyer sur ce bouton vert. De façon générale, en disant ce qui doit être fait plutôt qu'en concevant des raisonnements pour déterminer ce qui doit être fait, les formulations déontologiques ont souvent du mal à exprimer l'intensité des devoirs moraux et à souligner le fait que certains devoirs moraux sont beaucoup plus pressants que d'autres. Pour distinguer l'importance relative de différents devoirs moraux, il faudrait quantifier l'importance des devoirs moraux, ce qui conduit doucement mais sûrement vers des versions plus quantitatives et donc plus conséquentialistes de la morale. Bon, cette transition est en fait bien plus subtile que ça, il faudra en parler bien plus longuement, mais il est intéressant de voir qu'en cherchant à mieux formaliser la loi 0, on en vient assez vite à une formulation beaucoup plus conséquentialiste des lois d'Asimov. Selon une version affinée de ces lois qui prend notamment mieux en compte les degrés d'incertitude, au final, il semble qu'un robot doive avant tout chercher à minimiser la probabilité d'une extinction de l'espèce humaine. Et en fait, tout ceci correspond à un théorème plus fondamental appelé le théorème de von Neumann-Morgenstern, dont on a déjà parlé dans l'épisode 12 de la série sur la démocratie. Ce théorème dit en gros que toute façon de penser des préférences, morales ou autres, qui prennent bien compte de l'incertitude et qui satisfait quelques propriétés désirables comme la transitivité. La transitivité, c'est le fait que si on préfère A à B et B à C, alors on préfère A à C. Bref, toute façon cohérente de modéliser les préférences est en fait équivalente à une approche conséquentialiste qui consisterait à maximiser la désirabilité des conséquences probables. Bref, c'est un peu un charabia ce que je viens de dire, mais de façon cruciale, ce théorème montre que pour penser l'incertitude de manière cohérente, on peut utiliser le cadre conséquentialiste sans perte de généralité. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien ce cadre conséquentialiste qui gouverne les actions des IA d'aujourd'hui et probablement celles du futur, comme on en a parlé dans l'épisode précédent. Ces IA reçoivent des carottes et des bâtons qui correspondent souvent à un simple compteur et elles doivent maximiser les carottes et minimiser les coups de bâton, ce qui revient le plus souvent à faire augmenter leur compteur. Ce compteur est alors l'objectif final des IA. Et un corollaire immédiat de ce cadre est ce que Nick Bostrom a appelé la thèse de l'orthogonalité. Cette thèse postule qu'à peu près tout objectif final est compatible avec une grande intelligence. C'est à peu près une trivialité mathématique. On peut donner à l'IA n'importe quel compteur à maximiser, que ce compteur soit le watch time de YouTube, le PIB d'un pays ou le bonheur global.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça heurte le sens commun qui voudrait qu'avec l'intelligence vient la sagesse et qu'avec la sagesse vient la bienveillance et les valeurs morales. En particulier, on a tendance à penser qu'une personne intelligente ne va pas vouloir des choses débiles comme collecter un maximum d'autographes de Britney Spears ou maximiser le nombre de trombones dans l'univers. Sauf que, pourquoi pas, si le compteur de l'IA est le nombre d'autographes de Britney Spears ou le nombre de trombones dans l'univers, alors l'IA fera tout pour maximiser ce compteur. Surtout si l'IA est très intelligente. L'IA est avant tout une machine à maximiser et n'importe quel objectif final est maximisable par l'IA. En particulier, ce n'est pas en devenant super intelligente qu'une IA aura par magie une morale alignée avec la morale des humains, ou qu'elle aura tout à coup l'objectif final de détruire l'humanité. L'objectif final de l'IA sera ce que les programmeurs ont programmé. Ceci dit, on peut toutefois raisonnablement prévoir certains comportements d'une IA de niveau humain. Oui, parce que quand on veut atteindre son objectif final, il y a quelques mesures à prendre qui sont les mêmes quel que soit cet objectif final. Typiquement, si l'IA veut des autographes de Britney Spears, elle aura certainement tout intérêt à se créer un réseau de connaissances et à gagner en influence. Et pour y arriver, elle aura tout intérêt à mieux comprendre le monde qui l'entoure, ce qui pourra se faire en augmentant sa propre intelligence et en acquérant des données et des ressources. Mieux encore, pour éviter qu'on ne l'éteigne et qu'on ne la reprogramme, une IA dont l'objectif est de maximiser le nombre d'autographes de Britney Spears aura tout intérêt à développer un instinct de survie, à s'auto-répliquer ou à créer des variantes d'elle-même avec le même objectif et à faire attention à ce que personne ne vienne modifier son objectif. Dans tous ces cas, on parle d'objectifs instrumentaux. Les objectifs instrumentaux sont des étapes intermédiaires pour arriver à l'objectif final. Et ce qui est important de noter, c'est que ces objectifs instrumentaux sont souvent les mêmes, quels que soient les objectifs finaux. On parle de convergence instrumentale. La convergence instrumentale, c'est l'idée selon laquelle la plupart des objectifs finaux impliquent les mêmes objectifs instrumentaux. D'ailleurs, ces objectifs instrumentaux ne sont pas spécifiques aux IA. Quelle que soit la carrière que vous voulez faire, on vous a sans doute conseillé de faire une terminale S, voir si vous étiez bon élève, de faire des classes préparatoires pour intégrer une grande école. Pourquoi ? Parce que ce parcours est un objectif instrumental qui vous sera utile pour quasiment n'importe quel objectif final que vous envisagez. Et oui, parce que ce parcours vous permet de vous auto-améliorer, d'acquérir des connaissances et de gagner de l'influence. Le constat de la convergence instrumentale des objectifs finaux pose d'ailleurs un autre problème fondamental. Il est difficile d'inférer des comportements des individus la nature de leurs objectifs finaux. En effet, que vous soyez un saint qui veut sauver le monde des maladies, de la famine et des catastrophes, un diable qui veut torturer un maximum de bébés à des fins récréatives, ou une IA qui veut maximiser le nombre d'autographes de Britney Spears, vos comportements initiaux risquent fort d'être les mêmes, puisque ces comportements initiaux seront bien plus motivés par les objectifs instrumentaux que directement par les objectifs finaux. En particulier, il y a un point commun à tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves, il leur faut gagner du pouvoir. Même si votre rêve est de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde ou de sauver la biodiversité, vos incentives sont d'acquérir de l'influence et de la compétence pour acquérir plus de pouvoir. En fait, vouloir le pouvoir n'est absolument pas un signe de malveillance, il s'agit avant tout d'un signe d'intelligence. Et c'est pour ça que, comme tout individu fortement motivé par un objectif final, l'IA de niveau humain sera assoiffé de pouvoir. Tout ça parce qu'il s'agira certainement d'un objectif instrumental que d'avoir ce pouvoir, que l'objectif final soit la maximisation des autographes de Britney Spears ou l'éradication de la misère humaine. Alors, idéalement, bien sûr, on aimerait savoir si une IA de niveau humain qui demande plus de pouvoir souhaite l'un ou l'autre. Malheureusement, la convergence instrumentale montre justement que les comportements de deux IA avec deux objectifs finaux différents seront en fait assez indiscernables. Pire encore, ces comportements seront d'autant plus indiscernables que la révélation des objectifs finaux est un frein à l'accès au pouvoir. Autrement dit, si une IA de niveau humain sait qu'elle doit donner l'impression de vouloir éradiquer la misère humaine pour avoir plus de pouvoir, sachant que son objectif instrumental est d'avoir plus de pouvoir, il lui faudra se comporter de manière indiscernable d'une IA qui voudrait effectivement éradiquer la misère humaine. Du coup, à cause de la convergence instrumentale, il sera sans doute impossible de tester la bienveillance des IA de niveau humain. C'est ce que l'on appelle parfois le problème du contrôle des IA. Et malheureusement, il semble que tester et surveiller les IA de niveau humain ne donnera aucune indication sur la bienveillance des IA. Pour maximiser les chances que des IA de niveau humain soient vraiment bienveillantes, plutôt que de les tester et les surveiller, il semble alors indispensable de s'assurer qu'au moment de leur conception, des valeurs suffisamment alignées avec la morale humaine seront intégrées dans l'objectif final de ces IA. Autrement dit, le sort de l'humanité pourrait bien dépendre de la manière dont on programme la morale
des IA. La dernière fois, on a parlé de l'apprentissage par renforcement qui est le paradigme des intelligences artificielles les plus impressionnantes d'aujourd'hui, notamment des intelligences artificielles qui sont capables d'interagir avec un environnement complexe et d'apprendre en temps réel de leurs interactions avec cet environnement complexe. Et j'avais parlé de nombreuses applications de ce paradigme, notamment des jeux vidéo comme Dota 2 et Capture the Flag, et je suis pas franchement un gamer, donc je sais pas exactement, je connais assez mal tous ces jeux. Et DFR et d'autres parmi vous m'ont fait remarquer qu'en fait, à StarCraft, l'IA n'a pas encore atteint, même assez mauvaise par rapport aux humains, donc l'IA n'est pas du tout de niveau humain aujourd'hui à StarCraft. Donc mea culpa pour l'erreur que j'ai faite. Sébastien Dufour parle d'une analogie qu'on pourrait faire entre la programmation de la morale des IA et les textes de loi, puisque dans les deux cas, il s'agit de textes écrits, enfin de choses écrites et qui seront appliquées en pratique pour résoudre des problèmes finalement liés en tout cas à la morale. Cependant, Sébastien fait très bien la remarque qu'il y a une différence assez importante entre un texte de loi et le code d'une intelligence artificielle, à savoir le fait que le code d'intelligence artificielle sera appliqué tel quel, alors que les textes de loi sont adaptés ensuite par des juges qui adaptent à chaque fois au cas par cas, et ça permet d'une certaine manière corriger des imprécisions ou des choses qui sont en fait pas souhaitables et qui sont dans la loi. Et c'est une remarque très pertinente et très importante à faire, c'est le fait que contrairement au texte de loi, le code d'une IA sera appliqué tel quel, et c'est pour ça que c'est extrêmement important que le code de l'IA, on double check et que ça marche vraiment bien. Et la difficulté d'écrire un code comme ça et d'anticiper ces contextes d'application et un changement contextuel de l'environnement d'application au fur du temps, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à prévoir, et en fait il est même assez illusoire de penser qu'un programmeur d'aujourd'hui saura bien résoudre ce cas, puisque de toute façon il y a énormément d'incertitudes sur le futur, par exemple sur quand est-ce qu'il y aura une IA de niveau humain, ou plein de choses. Le futur est très incertain. Et du coup, c'est très problématique de vouloir dire directement à l'IA ce qu'elle doit faire. C'est pour ça que l'approche conséquentialiste aussi me paraît beaucoup plus pertinente ensemble. Ça sera beaucoup plus réalisable, beaucoup plus raisonnable qu'une approche déontologique qui correspondrait à dire à l'IA tout ce qu'elle doit faire à tout moment, puisque par exemple dans les textes de loi, d'une certaine manière, on n'y arrive clairement pas, et il faut absolument des juges pour réinterpréter la loi au cas par cas. Enfin, Yannick Dufil fait la remarque finalement que ces bâtons et ces carottes, ça s'applique non seulement à des humains, ce dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, mais aussi à des groupes d'humains. Finalement, on peut voir un groupe d'humains comme une entité qui a souvent un objectif et qui va aller recevoir des carottes de temps en temps. Et alors, il y a quand même des détails dans le sens où un groupe d'humains, souvent, si on prend une entreprise, finalement, il y a toujours des intérêts individuels à l'intérieur de l'entreprise, et donc tout le monde ne travaille pas pour le même objectif final. Mais d'une certaine manière, il y a cette analogie qui me semble très pertinente entre une intelligence artificielle et une organisation, que ce soit un pays ou une entreprise. Dans les deux cas, en fait, il s'agit, on parle parfois de super intelligence sociale ou d'intelligence sociale, tout court, pour parler de ces entreprises ou de ces pays qui arrivent à interagir entre eux et faire des choses qu'un individu seul n'est pas capable de faire. Je vous renvoie notamment vers la conférence de M. Xu où il avait parlé de ça. Si on pense par exemple au fait d'envoyer un homme sur la Lune, c'est quelque chose qui est juste pas réalisable par un individu, et en fait il s'agit de toute une organisation qui est capable de mettre ça en place. Et dans les deux cas, c'est intéressant de voir que le problème du contrôle de ces super intelligences sociales ou artificielles est quelque chose d'extrêmement difficile, et ce qu'on a mis en place initialement va probablement assez rapidement dérailler et partir vers d'autres pistes. C'est pour ça que le problème de coder la morale des IA, d'essayer d'anticiper, d'avoir un truc robuste à tous les futurs possibles, il y a beaucoup de futurs possibles vu notre incertitude aujourd'hui, c'est un problème extrêmement difficile, un problème digne des plus grands talents mathématiques de la future génération d'après Bostrom. Moi, je pense que c'est même, c'est un peu plus urgent que ça serait bien que les générations d'aujourd'hui y travaillent. C'est aussi un problème qui est absolument c'est extrêmement challenging, quoi. C'est le genre de problème, je pense que vraiment se poser vraiment au sérieux le problème de comment faire en sorte d'avoir un système robuste avec les valeurs morales humaines, c'est juste un problème magnifique. C'est peut-être l'un des plus beaux problèmes à résoudre aujourd'hui. Et si je dis ça, c'est pour motiver les gens parmi vous qui seraient des étudiants en master ou des doctorants ou des chercheurs parmi vous, pour essayer de vous orienter un petit peu plus vers cet axe de recherche. Je pense qu'il y a vraiment plein de questions fascinantes
et que c'est un domaine extrêmement stimulant intellectuellement. Malheureusement aujourd'hui, pour être honnête avec vous, bon, je pense que c'est encore assez difficile d'avoir une carrière académique avec ça, parce qu'il n'y a pas forcément encore de très grandes communautés qui travaillent sur ce problème, mais j'ose espérer que dans les années à venir, ça va venir, et que du coup, voilà, en tout cas j'aimerais bien que plus de gens travaillent sur ce problème. C'est le futur de l'humanité qui est en jeu, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que ça vous a convaincu de l'importance de bien programmer la morale des IA. En particulier, la prochaine fois, on va parler de quelle morale programmer dans les intelligences artificielles. Et ça sera un épisode qui sera aussi très pertinent pour mieux penser notre morale intuitive, la manière dont on pense, chacun d'entre nous, ce qui est moralement bien et ce qui est moralement mal. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. I believe that the answer here is to figure out how to create super intelligent AI such that even if, when it escapes, it is still safe because it is fundamentally on our side, because it shares our values. I see no way around this difficult problem. So, without really assuming anything about an AGI, other than that it will have goals and act to achieve those goals, we can see that it's likely that it would try to prevent itself from being shut down, try to prevent itself from being modified in important ways that we want to modify it, try to improve itself and its intelligence to become more powerful, and try to acquire a lot of resources. This is the case for almost all terminal goals, so we can expect any generally intelligent software agents that we create to display this kind of behavior, unless we can specifically design them not to.